Augusto Pinochet, tyran libéral, par Michel Faure. Qui est cet illustre inconnu, ce général hier encore légitimiste, et qui vient de participer à un coup d'état militaire contre le président élu du Chili, Salvador Allende? Pour de nombreux Chiliens, Augusto Pinochet surgit dans une actualité dramatique, comme un diable d'une boîte, après une prudente et obscure carrière sans histoire ni aspérité. Soldat discret rejoint à reculons le 9 septembre 1973 les conjurés de la marine, de l'aviation et des carabiniers qui fomentent depuis des mois un putsch supposé faire obstacle à l'instauration d'un régime communiste au Chili par le président socialiste et ses alliés de l'Unité populaire. La victoire du coup d'État réalisé 3 jours plus tard, le 11 septembre, conduit Allende à se suicider quand la troupe prend le contrôle de la Moneda, le palais présidentiel. Une junte constituée des commandants des 4 armes des forces chiliennes que Pinochet va vite dominer, prend le pouvoir. Bientôt, on ne parlera plus du régime militaire, mais du régime Pinochet. Augusto Pinochet Ugarte est né le 25 novembre 1915 à Valparaiso, au sein d'une famille de classe moyenne. Admis à l'école militaire de la capitale, Santiago, en 1933, il en sort sous-lieutenant en janvier 1937. Il épouse, en 1943, Lucia Iriart, ancienne reine de beauté de son collège et fille d'un sénateur radical influent. Elle va s'avérer une épouse souvent dépressive et acariâtre, mais va aiguillonner l'ambition de son mari et lui donner 5 enfants. Pinochet gravit petit à petit tous les grades de la hiérarchie, jusqu'au poste suprême de commandant en chef de l'armée. C'est le président Salvador Allende qui le nomme à cette position éminente, le 23 août 1973, 15 jours avant le coup d'État. La dictature va durer près de 17 ans. Elle présente tant de contradictions qu'il est difficile d'y trouver un semblant de cohérence. D'une violence extraordinaire face à ses opposants, elle enveloppe son action détestable dans un discours lénifiant, mais probablement sincère, sur le bien du Chili, son retour à l'unité et à l'harmonie, son avenir de paix et de prospérité. Des militaires qui se prétendent démocrates effacent d'un trait toutes les institutions d'un état de droit. Ces amoureux de l'ordre et de l'autorité, que sont les soldats, s'appuient sur des économistes libéraux qui dérégulent à tout va. Pinochet assume toutes ces incohérences. Il concilie la contrainte politique et le laisser-faire économique, les brutes sanguinaires et les dames patronesses de l'action caritative. Il incarne l'autorité, mais limite sciemment la dimension et la puissance de l'État. Il tue la démocratie, mais organise un vote pour adopter une constitution, puis un référendum pour clore sa dictature. Il est sans doute le personnage le plus détesté du XXe siècle finissant, mais de nombreux Chiliens le considèrent comme le sauveur de la patrie, l'homme qui a non seulement épargné au pays le sort d'un nouveau Cuba, mais a aussi donné à cette nation traditionnaliste et conservatrice un nouvel élan d'une modernité inattendue qui l'a rendue plus stable et prospère. Après le retour de la démocratie en 1990, Pinochet garde une capacité de nuisance considérable, en restant commandant en chef de l'armée jusqu'en 1998. Il devient ensuite sénateur à vie. Quelques semaines plus tard, il part pour Londres où il est arrêté sur un mandat du juge espagnol Baltasar Garzón. Retenu dans une villa d'une banlieue de Londres pendant près de 15 mois, il est libéré par le gouvernement britannique pour raison de santé, sans avoir répondu de ses crimes devant un tribunal. Après son retour au Chili, que ses supporters transforment en triomphe, Pinochet est vite déshonoré par la découverte de ses turpitudes financières. De plus en plus isolé, poursuivi sans succès par plusieurs juges chiliens et étrangers, il meurt à 91 ans dans un lit de l'hôpital militaire de Santiago le 10 décembre 2006, entouré des siens. Comment ne pas être dérouté par Augusto Pinochet, jadis prudent et souvent obséquieux avec ses supérieurs, qui s'avère soudain habile à concentrer tous les instruments du pouvoir à son profit? Comment comprendre que le légitimiste qu'il était, dans la grande tradition prussienne de l'armée chilienne, puisse devenir du jour au lendemain un putschiste efficace et brutal? Pourquoi un général qui vénère l'ordre, l'autorité, la verticalité du commandement, ouvre-t-il sa porte à une bande de jeunes économistes adeptes des libertés et des sociétés ouvertes? Enfin, tous ces oxymores, le légitimiste putschiste, le dictateur démocrate, le tyran libéral, relèvent-ils d'une hypocrisie sans nom, d'une confusion mentale ou d'une inattendue sincérité? De ce désordre conceptuel, 3 réalités émergent: la politique de la violence, la nostalgie démocratique, la séduction libérale. Il s'agit d'une trilogie atypique, ce qui rend son analyse particulièrement stimulante. La violence. Nous sommes au cœur de la guerre froide quand a lieu l'élection présidentielle de 1970, que va remporter Allende. À Washington, le président Richard Nixon promet de botter le train
du nouvel élu et charge la CIA de l'empêcher de gouverner et de faire crier l'économie chilienne. Pour sa part, le KGB, le service de renseignement soviétique, suit Allende avec attention et sympathie. Depuis les années 1950 et le traite comme un contact privilégié qu'il convient de soutenir dans ses ambitions présidentielles. Pinochet, quant à lui, considéré comme un haut gradé sans intérêt particulier, est longtemps ignoré par la CIA. Pourtant, quand Patricio Elwin, premier président démocratiquement élu après la fin du régime militaire, demande un jour au dictateur s'il regrette les violations des droits humains commises quand il était au pouvoir, il lui rétorque « Nous étions en guerre, monsieur le président. » Mais quelle guerre? Celle contre la gauche chilienne est devenue sans objet, faute de combattants, quelques semaines après le coup d'État. La majorité des victimes du régime militaire sont tuées ou emprisonnées au cours des derniers mois de 1973. Le coup d'État répond, aux yeux de la droite chilienne et de la plupart des militaires, à la nécessité d'arrêter la mise en place d'un régime communiste au Chili, annoncé comme la voie chilienne vers le socialisme par le président Allende, et considéré comme un danger imminent depuis la victoire de Fidel Castro à Cuba en janvier 1959. Donc oui, pour Pinochet, le Chili est bien en guerre, et les communistes sont ses ennemis. Le commandant en chef de l'aviation, le général Gustavo Leg, membre de la junte, déclare dans un discours qu'il faut extirper le cancer marxiste, qui contamine le corps social du pays, et ce, jusqu'à ses ultimes conséquences. Ce que l'on est en droit d'interpréter comme un appel à tuer tous les marxistes chiliens pour le retour d'un Chili décontaminé. Le 11 septembre n'est que la première bataille d'une dictature qui va s'installer dans la durée, le temps d'instaurer une autre démocratie, qualifiée par Pinochet d'autoritaire et protégée, et de s'assurer aussi d'une immunité future pour les crimes passés. La violence fondatrice du régime n'est donc pas un accident. Elle relève à la fois d'une volonté stratégique et d'une pensée messianique. Elle a recours à une police secrète, la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, et à une coopération internationale avec l'opération Condor, une association de dictateurs sans frontières du cône sud qui organisent ensemble la répression de leurs opposants. Cette violence, d'une brutalité barbare, fait un usage systématique de la torture. Son bilan au Chili s'établit à 2298 morts ou disparus, selon le rapport éthique de 1991, et à 2328 morts ou disparus, selon le deuxième rapport de la commission Varec de 2011. À cette triste liste, il faut ajouter quelques 200 000 personnes contraintes à l'exil. Carlos Huneeus, un grand intellectuel chilien dont le livre El régimen de Pinochet fait autorité, juge le mot dictature trop imprécis pour décrire un régime pour lequel il n'éprouve aucune sympathie. Il n'a jamais cessé, écrit-il, d'être un État policier tout au long de ses 17 années d'existence, exerçant un strict contrôle de la population et une persécution systématique des organisations d'opposition. Il préfère le décrire comme un régime autoritaire, lequel n'est pas démocratique, mais pas totalitaire non plus, puisqu'il ne cherche pas à contrôler totalement la société civile, comme l'ont fait les régimes communistes, notamment le régional de l'État sud-américaine, Fidel Castro, à Cuba. Selon la définition de Hannah Arendt, le but d'un système totalitaire est la domination permanente de chaque individu dans chaque sphère de sa vie. Pour avoir imposé un fonctionnement autoritaire du pouvoir politique, tout en laissant la société chilienne libre d'agir économiquement, religieusement et socialement du moment que ses activités ne menaçaient pas son pouvoir, son régime ne relèverait pas de cette définition. On pourrait souscrire à cette analyse si les débuts de la dictature n'avaient pas été aussi violents, si la junte n'avait pas instauré pendant si longtemps un état de guerre injustifié. Comment admettre la relative normalité de l'autoritarisme alors que le régime de Pinochet, en torturant systématiquement des prisonniers, en les tuant en masse et en faisant disparaître leur corps ou ce qu'il en restait, relève d'une autre dimension, cruelle et sauvage. C'est par sa violence même, la barbarie des tortures, le mépris pour les droits et les vies humains, par l'effacement de toutes les institutions démocratiques, le maintien d'un état de siège jusqu'en 1978, réactivé en 1983, par l'extension de sa répression hors des frontières nationales, que le régime mérite d'être qualifié de dictature. Son chef est un despote qui, comme le définit Montesquieu, gouverne sans loi, si ce n'est celle de son bon plaisir. L'imitation de la démocratie. Un bon plaisir cependant lui aussi ambivalent. Il est évident que Pinochet a pris goût au pouvoir suprême, qu'il n'a aucune intention de le partager. Il va tenter de le garder le plus longtemps possible. Mais le goût du pouvoir absolu, la révérence de son entourage à son égard, toutes ses ordonnances et ses majordomes à son service, ses uniformes extravagants, les enveloppes de cash lors de ses voyages officiels, les gardes du corps fidèles, dévoués et muets comme une tombe, toutes ces femmes adoratrices qui lui tendent les mains à chacune de ses visites en province et lui glissent parfois un numéro de téléphone sur un papier,
n'empêche pas Pinochet de réfléchir au meilleur moyen d'être légitimé par le droit, ou du moins son apparence. Ainsi, sa dictature garde comme référence subliminale les principes d'une démocratie dont elle a suspendu les institutions. Dès septembre 1973, Augusto Pinochet ordonne que soit élaborée une nouvelle constitution. Une commission est créée, la commission Ortúzar, du nom de son président, l'avocat Enrique Ortúzar, dans laquelle on retrouve notamment l'ancien président conservateur Jorge Alessandri, battu de justesse par Allende en septembre 1970, et Jaime Guzmán, un catholique intégriste et constitutionnaliste fervent qui va pousser Pinochet à s'imposer à la tête de la junte. Ses membres sont chargés d'élaborer le projet de constitution remplaçant celle de 1925, en vigueur jusqu'au 11 septembre 1973. Plus tard, en janvier 1976, Pinochet va inventer un conseil d'État, censé finaliser l'avant-projet de la commission. Il est composé d'anciens politiciens et de hauts fonctionnaires à la retraite qui se réunissent 2 fois par mois et émettent quelques avis que personne ne semble prendre en considération. Le 11 mars 1974, la junte publie une déclaration de principe du gouvernement du Chili, première ébauche d'une loi suprême. Elle évoque une reconstruction nationale, reconnaît la conception chrétienne de l'homme et de la société, notamment à la dignité de la personne humaine et ses droits naturels, que l'État ne peut nier. Lequel État est au service de la personne et non l'inverse. Il constitue aussi la forme la plus élevée juridiquement de la société humaine, et a pour finalité le bien commun général. Le 9 septembre 1977, Pinochet précise ses ambitions et son ambivalence, dans un discours resté célèbre au Chili, le discours de Chacarillas, prononcé devant le Front juvénile de l'Unité nationale créé par Guzmán, sur le modèle de jeunes franquistes espagnols. Il y propose une démocratie autoritaire et protégée. Autoritaire pour s'appuyer sur un ordre juridique qui garantit les droits personnels avec la protection d'une justice indépendante, dotée de la force d'exécution de ses résolutions. Protégée pour remplacer l'État libéral classique, ingénu et désarmé, en faveur d'un nouveau qui s'engage pour la liberté et la dignité de la personne humaine et en celle des valeurs essentielles de notre nationalité. La liberté et la démocratie ne peuvent survivre si elles ne se défendent pas contre ceux qui prétendent vouloir les détruire. Dans ce discours diffusé à la radio et à la télévision, Pinochet annonce également 3 étapes dans le retour du pays à la normalité constitutionnelle. La première sera celle de la récupération, entre 1977 et 1981, au cours de laquelle seront créés des actes constitutionnels. Puis viendra l'étape de la transition, entre 1981 et 1985, quand sera notamment établie une chambre législative qui sera désignée par le gouvernement, ou recevra son blanc-seing. Enfin, à partir de 1985, la normalité constitutionnelle verra le pouvoir rendu à la société civile. Un politologue américain, Robert Barros, qualifie cette attitude inédite chez un dictateur d'autolimitation autocratique. On sait que Pinochet, quoi qu'il ait raconté, fut un putschiste de la dernière heure, rejoignant les conjurés le 9 septembre, avec en tête le seul souci de sa survie. Il apparaît dès lors comme un dictateur accidentel, même s'il se prend rapidement au jeu. Sa volonté précoce de jeter les bases d'une démocratie à venir suggère une sorte de réticence à l'encontre de l'autocratie. Peut-être est-ce la désolation d'être traité comme un paria par le reste du monde et l'orgueil qui pousse le dictateur à inscrire son régime comme la matrice d'une nouvelle démocratie dotée d'une économie gérée par la main invisible du marché. Quels que soient ses motifs, c'est bien la direction qu'il prend. Une constitution écrite avec la pointe d'une baïonnette. Le Conseil d'État, jusqu'alors assez inutile, va enfin trouver du grain à moudre à partir d'octobre 1978, en travaillant sur le projet de la commission Ortúzar. Sous l'impulsion de l'ancien président Alessandri, le texte est amendé afin de tenter d'accélérer le retour à la démocratie. Le Conseil propose 5 ans, Pinochet refuse et impose 16 années, avec un référendum de confirmation à la mi-temps en 1988. Il soumet ainsi la fin lointaine et éventuelle de sa dictature à l'expression d'un vote populaire, démontrant une nouvelle fois son ambivalence entre la force et la légitimité démocratique. Cette constitution de 1980, écrite avec la pointe d'une baïonnette, selon le sénateur socialiste Sergio Bitar, institue tout de même quelques principes d'un état de droit et de la démocratie, fût-elle autoritaire et protégée. Elle déclare notamment, dans son article 4, que le Chili est une république démocratique, reprend l'esprit de la déclaration de principe sur la primauté de la personne sur l'État, dont la finalité est le bien commun, lequel ne supporterait pas toute action ou toute organisation ayant une conception hostile à la famille,
ou fondée sur la lutte des classes. Le texte installe un système fortement présidentialiste et donnant au chef de l'État la possibilité de dissoudre la Chambre des députés. Mais enfin, cette chambre existe et exerce dès lors les fonctions législatives confisquées par la junte. Un Sénat est aussi institué, composé en partie de sénateurs désignés, ce qui permettra à Pinochet de s'y installer à vie, immunité pénale comprise, après sa dictature. La Constitution instaure également un Conseil constitutionnel, qui peut censurer les actes de l'exécutif et les lois de la Chambre. Les forces armées sont les garantes des institutions et leurs commandants en chef déclarés inamovibles. Là également, Pinochet pense à son avenir. En même temps, ce texte va permettre la consolidation d'un certain nombre d'institutions, comme la Cour suprême, le contrôleur général de la nation qui fait office de Cour des comptes et le tribunal électoral qui certifie la légalité des processus électoraux. Un plébiscite, le 11 septembre 1980, approuve cette loi suprême par 67% des voix, contre 30,2% pour le non. Et par ce même vote désigne Pinochet comme président du Chili pour 8 ans. Les conditions du scrutin et le compte des voix sont douteux. Mais malgré tout, un premier cap n'en a pas moins été franchi. Je suis démocrate, mais à ma manière, déclare Pinochet aux journalistes chiliennes Raquel Correa et Elisabeth Subercaseaux. S'il prétend protéger la démocratie, il veut avant tout s'en protéger, lui-même et ses soldats, en rendant inopérante l'une de ses institutions fondamentales, la justice. Le 18 avril 1978 est publié un décret-loi connu comme la loi d'amnistie. Elle concerne toutes les personnes qui, en qualité d'auteurs, complices ou responsables hiérarchiques, ont participé à des actes délictueux durant la situation d'état de siège entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1978. Elle amnistie également les personnes condamnées par des tribunaux militaires après le 11 septembre 1973, permettant ainsi d'exonérer les membres des forces armées de toute responsabilité pénale, civile ou militaire pour violation des droits humains. Le tyran libéral. La troisième caractéristique de la dictature réside dans l'association inattendue d'un régime militaire prônant l'ordre, la discipline et la verticalité du commandement, avec un groupe de jeunes économistes libéraux, champions de l'horizontalité et partisans de la démocratie. On les appelle les Chicago Boys, et tandis que les militaires se désolent devant les chiffres de la débâcle économique qu'Allende leur a laissé en héritage, ils arrivent à la rescousse, un plan économique sous le bras, intitulé Ladrillo, la brique. Ces jeunes réformistes chiliens sont anciens étudiants de l'Université catholique de Santiago, dont l'école d'économie a pour doyen Sergio de Castro, leur mentor, futur conseiller, puis ministre de Pinochet. En 1955, cette institution s'est associée au département économique de l'Université de Chicago, berceau d'un enseignement libéral qui prône la modération de la création monétaire et le libre marché ouvert à la concurrence. Dès la fin des années 50, existe au Chili un courant actif en faveur des principes du libéralisme économique. Son influence trouve avec le quotidien conservateur El Mercurio un porte-voix efficace qui diffuse dans l'opinion, à grands coups d'articles et d'éditoriaux, les arguments des Chicago Boys. El Ladrillo, que Sergio de Castro va présenter à Pinochet, pose un diagnostic critique de l'économie chilienne, qui connaît des problèmes depuis 30 ou 40 ans. Faible croissance, étatisme exagéré, pénurie d'emplois productifs, inflation, retard agricole, extrême pauvreté. Selon les auteurs, toutes ces années de faible croissance ont ouvert la voie à la démagogie marxiste. Pour que commence une nouvelle ère libérale, les Chicago Boys proposent aux militaires une série de mesures qu'ils considèrent indissociables. La décentralisation, l'ouverture au commerce extérieur, celle aussi du marché des capitaux. La liberté des prix, la modération monétaire et fiscale, une meilleure gestion des politiques de prévision, de sécurité sociale et de redistribution, l'amélioration du fonctionnement du marché et du capital humain, une plus grande amplitude et une meilleure efficacité concernant les services de consommation collective. Ce que nous proposons, écrivent les auteurs, a pour objectif d'atteindre les mesures suivantes. Obtenir un taux de croissance élevé et stable à travers le temps, dans le cadre d'un régime véritablement démocratique qui assure aux citoyens, majoritaires et minoritaires, la jouissance de leurs droits. Autrement dit, le libéralisme économique implique la libéralisation politique. Une contre-révolution. 3 jours après le coup d'État, Pinochet invite De Castro à entrer dans le nouveau gouvernement pour être à la fois le conseiller officiel du ministre de l'économie, Fernando Lénis, et officieusement le sien. Intellectuel brillant, Lénis reste partisan d'une méthode gradualiste pour sortir de la crise. De Castro, lui, plaide pour le Big Bang.
En 1975, Pinochet tranche en faveur de ce dernier et lui confie le portefeuille de l'économie. On peut et on doit s'interroger sur cette étrange alliance de la carpe et du lapin. Comment expliquer que des économistes prétendant aspirer à la démocratie viennent offrir un programme libéral à des putschistes qui ne croient qu'en l'autorité des chefs et la soumission des autres? Pourquoi ces militaires acceptent-ils de travailler avec des civils qui ont élaboré un programme à l'encontre de tous leurs réflexes et traditions? On a lu et relu que les militaires ignares en économie étaient ravis de trouver un programme livré clé en main par des hommes qui partagent avec eux la même détestation du marxisme. D'autres ont suggéré que Pinochet, lui aussi inapte en la matière, aurait vu dans les Chicago Boys l'opportunité d'affirmer sa prééminence au sein de la junte en redressant l'économie nationale. Mais tout cela est faux. La génération de Pinochet a été marquée par les propositions libérales d'économistes américains, membres d'une société du conseil. Klein Sachs, venu au Chili en 1957 pour tenter d'aider le président de l'époque, Carlos Ibáñez del Campo, a redressé l'économie qu'il avait, avec de bonnes intentions, mise au tapis. Cette même génération a lu El Mercurio et les articles des Chicago Boys. Enfin, les premiers à lire, avec plaisir, et avant même le coup d'État, l'ébauche du ladrillo, sont quelques officiers de la marine, notamment l'amiral José Merino, ami de jeunesse de Pinochet et futur membre de la junte. Merino est alors le fondateur, à Valparaiso, d'un club très fermé, la confrérie nautique du Pacifique austral, qui réunit, dès la fin des années 1960, des officiers et des cadres du groupe Edwards, propriétaire entre autres du Mercurio. Grâce à cette confrérie, il existe depuis longtemps des marins et des soldats libéraux. Pinochet est l'un des leurs, et Merino leur prophète. Ce dernier, dans une déclaration le matin même du 11 septembre, répugne à parler d'un coup d'État, pour ne pas correspondre à notre façon d'être, à notre conscience légaliste et nos profondes convictions civiques. Il marque aussi, avec discrétion, sa révérence à l'égard de la déclaration d'indépendance américaine, en suggérant l'idée légitime de la poursuite du bonheur. Nous n'avons d'autre but que le bonheur de tous les Chiliens, quelle que soit leur situation, qu'ils vivent en paix, dans la tranquillité et sans peur du lendemain, eux et leurs enfants. Pinochet, moins lyrique que son comparse, le rejoint néanmoins dans ses intentions. Il voit dans le ladrillo l'exact opposé du fiasco socialiste conduit par Allende. Pour lui, il s'agit du renversement d'une économie étatiste et centralisée. Une contre-révolution, écrit Naomi Klein, avec raison. Même si pour elle, ce n'est pas un hommage, mais une accusation. Ces libéraux prétendent être des techniciens de l'économie, non des politiques. Ils ne s'attardent pas sur la violence du régime et le sort dramatique de ses opposants, ce qui paraît incompréhensible de la part de gens censés défendre les libertés individuelles. La seule explication, qui n'excuse rien, est leur volonté de ne pas laisser échapper l'occasion de mettre enfin leurs idées en pratique. Ils ont compris qu'aucun politicien n'allait un jour prendre le risque d'appliquer leur programme. Quel élu aurait le courage de promettre à ses électeurs la douche froide d'une récession brutale, suivie en théorie, mais sans certitude, d'un rebond salvateur? Avec un dictateur, tout devient possible. Il est évident, une fois Pinochet au pouvoir, que le peuple n'a plus droit à la parole. Personne, ainsi, ne pourra entraver cette première expérience in vivo, d'un libéralisme cohérent appliqué à une nation relativement développée. Les Chicago Boys ont leur propre agenda, qui n'est pas celui du général Pinochet. Ils travaillent pour l'avènement prochain d'une démocratie libérale grâce à une dictature leur permettant de mettre leurs projets en place sans interférence. Il s'agit d'un pari audacieux, moralement problématique. Pour Pinochet, cette expérimentation libérale entre en symbiose avec son anticommunisme et son idée de sauver le Chili, à travers son projet d'une démocratie protégée et autoritaire. Il voit aussi la prééminence du marché dans la fixation des prix et des salaires, et l'allocation des ressources comme l'instrument idéal pour marginaliser les corps intermédiaires, syndicats et bureaucratie. Ainsi, tel le gentil Dr Jekyll, qui se transforme le soir en méchant Mr Hyde, chacun des deux alliés, Pinochet et les Chicago Boys, montre un double visage. Le tyran utilise le libéralisme pour s'installer dans l'histoire comme un modernisateur audacieux, tandis que des libéraux se cachent derrière lui pour poser, par la contrainte, les bases d'un avenir de liberté. Cette étrange alliance, ce pacte faustien, produit des résultats évidents. Les réformes économiques libérales, malgré deux crises mondiales, celle du pétrole en 1975, celle de la dette en 1980, ont transformé de façon radicale l'économie chilienne, qui a connu une croissance rapide et durable. La liberté, par ailleurs, s'est avérée contagieuse. Dans cette nation sous contrainte qu'était le Chili, elle a débordé le précaré de l'économie pour se déverser au sein de la société civile.
Elle a suscité le désir ardent, notamment chez les jeunes, de jouir de leurs droits. Pinochet, peut-être sciemment, a invité au banquet du pouvoir des économistes qui ont, par leur dynamisme libéral, sapé les bases de son propre régime. Je vais dire non. La démocratie amorce son retour en 1983, d'une manière très chilienne, avec prudence, sérieux et circonspection, sous la surveillance inquiète de la dictature en sursis, alors que s'ouvre l'étape de la transition. Elle va permettre la réorganisation des partis affaiblis qui se rassemblent en coalition pour reprendre des forces. La plus importante d'entre elles est l'Alliance démocratique, créée en août 1983, qui unit le Parti socialiste à gauche, la démocratie chrétienne au centre et le nouveau Parti républicain à droite, mais hostile à la dictature. Patricio Aylwin, président du Parti démocrate chrétien, dont il fut l'un des fondateurs, est à la manœuvre. En juillet 1984, il propose de reconnaître comme un fait accompli la Constitution de 1980, afin d'en négocier les termes avec le gouvernement dans le cadre du processus de transition. Le 5 octobre 1988, un référendum va permettre aux Chiliens de voter pour décider s'ils souhaitent ou non prolonger la présidence de Pinochet pour 8 autres années. Une éventuelle victoire du oui lui permettrait de rester président jusqu'en 1996. Si le non l'emportait, il resterait en fonction encore un an avant l'organisation des élections législatives et présidentielles. Cette fois, tout est en place pour un scrutin sans fraude. Les registres électoraux ont été rétablis, un tribunal électoral institué et la propagande électorale autorisée. Elle va occuper les écrans de télévision du 5 septembre au 1er octobre 1988, avec le même temps de parole, 15 minutes pour le oui et pour le non. Les vidéos du pouvoir rappellent les tristes temps d'Allende, les longues queues devant des magasins vides, la peur d'un retour au passé, illustrée d'images sinistres en noir et blanc. La campagne du non, conçue par de jeunes publicitaires, s'avère joyeuse, colorée, souvent drôle et entraînante, avec un slogan optimiste, la alegría ya viene. La joie arrive maintenant. Et une chanson dont chaque strophe se termine par « Moi je vais dire non ». Cette allégresse se confirme dans la nuit du 5 au 6 octobre, quand sont connus les résultats. Le non l'emporte avec 55,99% des voix, alors que le oui en rassemble 44,01%. Dans un premier temps, Pinochet fait savoir à la junte qu'il n'est pas question de reconnaître sa défaite. « Moi je ne vais pas m'en aller », déclare-t-il à ses 3 collègues. Il leur annonce qu'il est prêt à sortir de ses troupes dans les rues du pays pour balayer tous les communistes qui préparent des grands désordres et leur demande de signer un texte lui donnant les pleins pouvoirs, avec l'appui des forces armées. Cette attitude suscite la colère de Mattei, le commandant en chef de l'aviation qui a remplacé Legge, et raconte cette histoire dans un livre, Mi Testimonio, paru en 2003. Il prend le document des mains de Pinochet pour le déchirer en petits morceaux. « Nous sommes battus, mais dans l'honneur », dit-il à Pinochet, ce que confirme l'amiral Merino, pour qui ne pas respecter la Constitution susciterait l'opprobre général. Le troisième, Roberto Stange, général directeur des carabiniers depuis 1985, finit par approuver, avec quelques réticences, la position de ses 2 collègues en faveur du respect du vote populaire. Mais le moment est si tendu que le chef d'état-major, présent durant cette incartade, est victime d'un infarctus. Pinochet renonce finalement à son projet d'un nouveau coup d'État. À 2h30 du matin, le ministre de l'Intérieur Sergio Fernandez confirme officiellement la défaite du oui en publiant les résultats. L'armée n'a pas bougé durant la nuit. Le matin du 6 octobre, des milliers de Chiliens expriment leur joie dans les rues des villes du pays. Une année plus tard, au cours d'une cérémonie dans le monument brutaliste du nouveau Congrès, à Valparaíso, Aylwin succède à Pinochet, qui va garder encore 10 ans une capacité de nuisance considérable en restant commandant en chef de l'armée. En 1998, il devient sénateur à vie. Une détention à Londres et la révélation de comptes bancaires secrets marquent la fin de son existence. Le seigneur de là-haut. La justice chilienne s'intéresse à lui et son immunité de sénateur est levée par la Cour suprême en août 2000. En 2001, Pinochet est inculpé pour la première fois par le juge Juan Guzmán pour sa responsabilité dans la mort de victimes de la répression militaire. Puis de nouveau en 2004 pour l'opération Condor. En raison de son âge et de sa santé fragile, Guzmán met Pinochet aux arrêts domiciliaires dans sa maison de Los Boldos, au bord du Pacifique. C'est là qu'il passe les 2 dernières années de sa vie, déprimé, sans pouvoir ni protection face à la justice des hommes. Il ne pense plus qu'à celle de Dieu. À l'un de ses derniers amis venus le saluer avec en cadeau des livres d'histoire, Pinochet dit qu'il n'a plus de temps à consacrer à la lecture. Pointant le doigt vers le ciel, il déclare « Maintenant, je pense au Seigneur de là-haut ».
Le 10 décembre 2006, il meurt, déshonoré, mais dans son lit, entouré des siens. Sa dernière parole s'adresse à sa femme, qui lui tient les mains. Lucie, lui souffle-t-il avant de s'éteindre. Il avait 91 ans. Malgré ses louables efforts, la justice n'a jamais pu l'attraper.